Nous avons envie de croire qu'il y a une raison à tout, que tout ce qui nous entoure peut être expliqué, y compris les phénomènes les plus étranges et les plus surprenants. Mais certaines choses dépassent pourtant notre entendement. Est-ce bizarre ou pas? Les monstres existent-ils? Aux États-Unis, un démon ailé terrorise une petite ville de Virginie. Est-il responsable de la mort de 46 personnes? Elle avait deux grandes ailes noires, mais pas de tête, ni de bras. Une créature velue s'échoue sur la côte est du Canada. Un titan se cache-t-il sous l'océan? On n'avait jamais rien vu de semblable à ça. À New Delhi, en Inde, un monstre aux griffes d'acier fait des milliers de victimes. Est-ce un homme ou un animal? Les gens étaient terrorisés. Ils s'enfuyaient à toute allure. Bizarre ou pas? Point Pleasant, dans l'ouest de la Virginie. Il y a près de 50 ans, cette paisible bourgade agricole est secouée par une série de drames qui ne sont pas élucidés à ce jour. L'écrivain Loren Coleman a retracé le fil des événements. Tout commence le soir du 15 novembre 1966, alors que deux jeunes couples font un tour en voiture. Roger et Linda Scarberry et le couple Maylet roulaient dans la zone TNT, qu'on appelait comme ça car on y stockait de la dynamite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cet endroit sombre et isolé est aussi un point de rendez-vous pour les amoureux. Mais la soirée de détente des quatre jeunes tourne à l'épouvante. Ils se retrouvent face à cette créature. Elle faisait près de 2 mètres. Elle venait vers eux. Des yeux rouges brillaient sur son torse. Les phares de la voiture s'y reflétaient. Elle avait 2 grandes ailes noires, mais pas de tête, ni de bras. D'un seul coup, elle s'est envolée dans les airs. Ils sont repartis en trombe vers Point Pleasant. La créature planait derrière eux. Elle semblait couvrir la largeur de la route, avec ses yeux rouges et ses ailes immenses. Lancée à 160 km/h derrière eux, la créature finit tout de même par disparaître. Point Pleasant n'est peut-être pas si paisible. Le lendemain, ils y retournent et ils voient la créature dans le ciel. Le bruit se répand en ville qu'un être mystérieux rôde dans la région. Mais les journaux n'en parlent pas encore. Le même soir, Marcella Bennett va rendre visite à des amis qui vivent près de la zone TNT. Arrivée devant la maison, elle voit l'homme papillon sur le toit. Elle a son bébé dans les bras et trébuche sous le coup de l'émotion. Elle s'enfuit jusqu'à la ville où elle prévient la police. C'est à ce moment-là que l'histoire sort dans les journaux. Du jour au lendemain, des centaines de personnes disent avoir vu l'homme papillon. Ces témoignages sèment la panique à Point Pleasant. La presse baptise la créature l'homme papillon. Faye Leporte habite dans la région. Elle a 14 ans en 1966. 3 jours après le premier témoignage, elle décide de se rendre sur les lieux. C'est la route qu'on a pris avec mon frère pour essayer de voir l'homme papillon dont tout le monde parlait. Mon frère voulait prouver que c'était un homme qui se baladait dans un genre de costume d'Halloween.
On arrivait sur place quand mon frère s'est mis à regarder de mon côté. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a dit de ne pas tourner la tête car il y avait quelque chose à côté de la voiture. Il a pilé d'un seul coup et cette créature a bondi sur le capot. Malgré l'obscurité, on voyait ses yeux. Ça ressemblait à la fois à un oiseau et à un humain. On était terrifiés. Je suppliais mon frère de redémarrer la voiture. À ce moment-là, il a déployé ses ailes et il a disparu dans le ciel. Pendant toute une année, l'homme papillon sème la terreur à Point Pleasant. On venait de ce côté, on a pu voir des phares dans le virage. On s'est arrêté et cette chose a volé au-dessus de nous. Ça devait être quelque chose de surnaturel. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que c'était. Tous se demandent où cela va s'arrêter. La réponse arrive 13 mois après la première apparition de la créature. Le Silver Bridge, qui reliait la Virginie à l'Ohio au niveau de Point Pleasant, s'est effondré le 15 décembre 1967. 67 personnes sont tombées dans l'Ohio River. 47 sont mortes et 2 n'ont jamais été retrouvées. Cette tragédie est en apparence inexplicable. C'est alors que tombe une terrible nouvelle. L'homme papillon a été vu sur la structure du pont la nuit précédant le drame. Les habitants étaient terrorisés, à tel point qu'ils évitaient de parler du Silver Bridge, de l'homme papillon. Ils ne voulaient pas dire quoi que ce soit. La ville entière s'est murée dans le silence. Jusqu'à aujourd'hui, certains refusent encore d'évoquer l'effondrement du pont. L'homme papillon n'a pas reparu depuis. Cette histoire incroyable déroute les experts depuis 45 ans. Mais certains pensent que de nouveaux éléments pourraient résoudre cette énigme. Joe Nickell enquête sur le paranormal pour le magazine Spectacle Enquirer. L'œil humain se trompe à longueur de temps. Les gens pensent voir une chose, mais leurs yeux les trahissent. Joe pense que l'homme papillon n'est pas le monstre que les témoins ont décrit. Je crois que c'est la chouette effraie qui colle le mieux à sa description. L'homme papillon n'était-il qu'une chouette? Pour Joe, la réponse est dans le tout premier témoignage, celui de Linda Scarberry en 1966. Sa première déclaration parle d'une créature aux grandes ailes, sans cou et presque sans tête, avec 2 grands yeux ronds qui brillaient comme des réflecteurs de vélo. Plusieurs espèces de la famille des chouettes ont des yeux qui réfléchissent la lumière. Ceux de la chouette rayée sont les plus réfléchissants. Ils renvoient une lueur pourpre. C'est une grosse chouette avec une grande envergure. De nuit, on ne voit que ses yeux sur un corps qui bat des ailes en silence, comme un papillon. Ça correspond exactement aux premières descriptions. Mais comment la théorie de Nickell explique-t-elle la taille de la créature, dont les témoins disent qu'elle faisait 2 mètres de haut? Les gens se trompent souvent. Quelqu'un qui voit furtivement une forme inconnue de nuit pourrait mal évaluer la distance, et donc la taille de cette forme. Les chouettes rayées ne volent pas avec une règle graduée entre leurs griffes pour faciliter les estimations. Leur silhouette est étrange. Alors si vous en avez une devant vous, vous pouvez croire qu'elle est plus loin, et donc plus haut. Les témoins ont été impressionnés par cette forme qui s'est agrandie dans leurs souvenirs.
Il y avait des chouettes rayées à cet endroit. La zone TNT empiétait sur la réserve naturelle McClintic. En résumé, une créature qui a l'apparence et le comportement d'une chouette rayée et une lueur rouge dans les yeux a toutes les chances d'être une chouette rayée. Mais un psychologue pense qu'il n'y a qu'un moyen d'élucider le mystère. Par la peur. On va tenter d'induire une hystérie collective légère. J'ai l'impression d'être suivi. Une mystérieuse créature, appelée homme papillon, terrorise une bourgade de Virginie. S'agit-il d'un véritable monstre? James Hooran est psychologue. Il pense que l'homme papillon correspond à un cas d'hystérie collective. En psychologie, l'hystérie collective désigne une épidémie de symptômes sans fondement médical qui repose sur l'autosuggestion. Ces symptômes sociaux peuvent se propager très rapidement à de très nombreuses personnes. L'hystérie collective est généralement associée à des choses négatives, car notre instinct de conservation nous pousse à donner plus d'importance aux menaces potentielles. Les maladies sont une menace. Une personne malade va donc retenir notre attention. Avec un phénomène paranormal, c'est pareil. L'homme papillon serait-il le fruit d'une contagion sociale? Hooran espère prouver sa théorie en reconstituant les événements de Point Pleasant. On va tenter d'induire une hystérie collective légère. J'ai choisi des volontaires. Je vais leur suggérer qu'ils s'apprêtent à traverser une forêt hantée. On va les conduire sur place et laisser leur imagination galoper. Si la théorie de l'hystérie collective est plausible, certains vont commencer par remarquer des choses étranges. D'autres s'en apercevront et des symptômes identiques vont se déclarer par pression sociale. Est-ce réel ou imaginaire? Hooran annonce d'abord au groupe qu'il a besoin d'aide pour élucider une série d'incidents paranormaux survenus dans la région. À la nuit tombée, Hooran les emmène en forêt. Séparez-vous. Il leur demande d'éteindre les torches. Ne bougez plus. Les volontaires ne peuvent rallumer leurs torches qu'en cas de manifestation paranormale. Pensez à votre équilibre. En quelques minutes, les premières torches s'allument et les témoignages paranormaux s'accumulent. Selon Hooran, les torches sont des stimuli sociaux qui influencent les autres membres du groupe. J'ai senti un souffle froid avant d'entendre le vent. Un souffle froid? Quelqu'un d'autre a senti la même chose? J'ai l'impression d'être suivi et qu'on s'apprête à me dire quelque chose. J'ai de l'électricité statique sur le visage. Quand vous êtes ici, vous sentez de l'électricité statique sur le visage? Quand une ou deux torches s'allument, d'autres suivent très vite et ça se diffuse dans tout le groupe. C'est ce qui se passe en cas d'hystérie collective. L'expérience de ce soir a fonctionné. Ça confirme ma théorie concernant l'homme papillon. Si des personnes réceptives sont réunies dans un endroit effrayant, comme les témoins de l'homme papillon, une suggestion infime peut causer une panique qui n'aurait pas eu lieu autrement. C'est exactement ce qui a dû se passer à l'époque. L'homme papillon n'a-t-il existé que dans la tête de ses victimes? Cela explique-t-il les déclarations de témoins oculaires telles que Fay le porte? Ken Gerard est chasseur de monstres professionnel. Pour en finir avec l'homme papillon, il décide de le traquer lui-même. Depuis plus de 10 ans, je recherche des preuves tangibles que le monde est peuplé de créatures légendaires qui n'ont pas encore été répertoriées par la science. L'homme papillon est vraiment un monstre.
C'est une créature ne correspondant à aucune description d'espèce naturelle connue, qui semble sortir d'un film de science-fiction. Sa motivation première semble être de terroriser les gens, et peut-être aussi de semer le chaos sur son passage. Pour beaucoup, le Silver Bridge s'est effondré à cause de lui. Je crois que c'est une créature maudite, un monstre extrêmement redoutable. Gerhard se rend à la réserve naturelle McClintic, là où l'homme papillon a été vu en premier. Ce n'est pas rien d'être à l'endroit où on l'a aperçu tant de fois dans les années 60. Si c'est un animal bien réel, il doit laisser des traces. Ça peut être un nid, des marques sur les arbres, ce genre de choses. Gerhard compte sur son piège photographique pour prendre l'homme papillon sur le vif. Ça marche avec un détecteur de mouvement et une caméra infrarouge. Tout ce qui passe dans le champ sera enregistré. Je peux l'installer le soir et la récupérer le matin pour voir si quelque chose est passé devant. Pour attirer sa proie, Gerhard a une arme secrète. Une machine qui imite le bruit d'animaux blessés. Beaucoup de témoins racontent que l'homme papillon faisait un bruit de souris mécanique. J'ai ici un couinement qui devrait faire l'affaire. Vous entendez ? Quelque chose a bougé dans ce forêt. Je ne sais pas ce que c'était, mais il y a eu une réaction. L'équipement installé, il ne reste qu'à s'armer de patience. L'homme papillon va-t-il apparaître? Le lendemain matin, Gerhard vient vérifier si le piège photographique a fonctionné. Malheureusement, aucune image n'a été prise. Je crois que j'ai mal choisi mon endroit. Vous voyez que chasser les monstres est difficile. Il risque de se passer du temps avant qu'on prenne notre proie en photo. Sa technique d'approche a échoué. Mais Gerhard pense savoir exactement à quel genre de monstre il a affaire. L'homme papillon est issu d'énergie négative. Pensez un peu à l'endroit où il a été le plus vu. Beaucoup de tribus amérindiennes évitaient cette zone, car ils pensaient qu'elle était hantée. Il y a aussi Comstock, le chef Shawnee, qui a jeté un sort sur cette région à sa mort en représailles de la trahison de l'homme blanc. Ce monstre doit tirer sa force de cette accumulation d'énergie négative. Il s'est manifesté pour des raisons qui nous dépassent probablement. Par ailleurs, il y a des siècles que des témoins du monde entier disent avoir vu des humanoïdes ailés. Au Japon, par exemple, il y a le Tengu, un homme-oiseau souvent considéré comme un mauvais présage. Et en Écosse, il y a le Banshee. Dans de nombreux folklores, les créatures ailées sont annonciatrices de destruction. C'est curieux que l'homme papillon soit apparu au moment de l'effondrement de ce pont. L'homme papillon est-il un sombre présage qui s'est matérialisé à Point Pleasant? Ou ne s'agit-il que d'une hystérie collective causée par une chouette? Bizarre ou pas? Un pêcheur retrouve une énorme créature échouée sur une plage du Canada. On n'avait jamais rien vu du semblable à ça. Des monstres se cachent-ils dans les abysses? En 2001,
Gary Stenson travaille pour le ministère de la Pêche sur l'île de Newfoundland, au Canada, lorsqu'il reçoit l'appel le plus étrange de sa carrière. C'était un pêcheur qui avait trouvé une créature échouée sur la plage. Quand il me l'a décrite, ça ne ressemblait à rien que je connaissais. Perplexe, Gary décide d'accompagner le pêcheur sur les lieux de sa découverte. C'était un endroit très reculé. En arrivant à proximité, j'ai vu cette énorme créature étendue sur le sable. Je n'avais jamais vu ça. C'était de plus en plus fin jusqu'à la queue et ça se terminait net. On a d'abord pensé à un calamar géant, comme on en trouve ici. Mais il n'y avait pas de tentacules. Ça ne ressemblait pas non plus à une baleine ni à un requin. On ne voyait pas de tête, ni aucun attribut qui permette de l'identifier. En 20 ans de métier dans le milieu de la pêche, Gary pensait avoir tout vu. J'ai vu des baleines, des phoques et des requins échoués sur les plages. Mais cet animal n'avait rien qui permette d'en connaître l'origine. Il y avait comme des poils un peu partout sur le corps. Ça faisait 5 mètres et demi de long, 2 mètres de large et 1 mètre de haut au milieu. Il y avait des replis, comme de petites pattes séparées par des encoches. Ça sentait la pourriture. C'était très lourd. On n'a pas réussi à le bouger. Tout était d'un seul bloc. On a pris nos couteaux pour découper l'enveloppe extérieure. En ouvrant la carcasse, ils font une étrange découverte. La peau était très résistante, mais dedans il n'y avait pas d'organes. Si on avait vu du cartilage ou des os, ça aurait pu être un requin ou une baleine. Mais il n'y avait rien. On a passé du temps à essayer de savoir ce que c'était. En bon scientifique, j'étais bien sûr très curieux. Et ce que nous avions en face de nous intriguait tous les deux énormément. Nous avons décidé de prélever un échantillon de tissu. Gary et le pêcheur viennent de découvrir une créature apparemment non répertoriée. On n'avait jamais rien vu de semblable à ça. Il y a peut-être des bêtes inconnues de l'homme au fond de l'eau. Au cours des 100 dernières années, d'immenses masses informes se sont échouées sur les plages du monde entier. Elles sont si particulières que les scientifiques leur ont même trouvé un nom, les globsters. Mais que sont-elles vraiment ? Matthew Weddell est professeur d'anatomie. Selon lui, l'explication est très simple. Ça a l'air d'un mystère scientifique. On a retrouvé des dizaines de globsters dans le monde depuis 100 ans. Ils sont généralement informes, sans os, ni tête, ni membres. Ce sont d'énormes boules de chair. Mais rien ne prouve que ce ne sont pas des baleines mortes. Mais s'il s'agit de baleines, où sont passées ces tonnes d'os et d'organes internes ? Pour Weddell, la réponse tient à l'un des matériaux naturels les plus résistants, le collagène, une protéine présente dans la peau des baleines. Le collagène a une résistance équivalente à celle de l'acier. C'est un des matériaux les plus solides. Notre tendon d'Achille est une corde de collagène aussi épaisse qu'un doigt. Imaginez cette matière tissée en ligaments autour d'un animal de 30 mètres de long. Vous aurez une idée de la très grande solidité de la peau de baleine. Les scientifiques pensent que cette enveloppe de collagène permet aux baleines de plonger jusqu'à des profondeurs de 3000 mètres.
Beaucoup de sous-marins seraient écrasés à cette profondeur. Le collagène les protège contre la pression, mais aussi contre d'éventuelles morsures de requins. Weddell pense que le collagène altère aussi la décomposition des baleines. La décomposition des baleines est intéressante. Elle se distingue par deux aspects. La première chose, c'est la taille énorme des carcasses. La seconde, c'est la composition de leur peau, dont la résistance est unique dans le règne animal. On peut suspendre une baleine à un crochet qui lui traverse la peau. La peau d'une baleine morte ne se désagrège pas comme celle des autres animaux. Les charognards ont au fait de dévorer ses organes internes, mais ils ne touchent pas au collagène, trop coriace pour eux. Quand les parties comestibles ont disparu, les os glissent d'eux-mêmes hors de la carcasse et coulent au fond de l'eau. La peau devient une chaussette vide. Ça explique ces sacs de 30 mètres de long qui flottent sur l'océan. Mais beaucoup de globsters ont des tentacules, des sortes de bras ou même des poils. La théorie de Weddell peut-elle expliquer ces attributs? Cette peau est extrêmement solide. Elle fait 30 mètres de long et 30 cm d'épaisseur. C'est presque indestructible. Seuls les récifs et les vagues finissent par la déchirer. Ce sac de peau peut dériver des mois, voire des années. Ces lambeaux peuvent prendre toutes sortes de formes inattendues. La peau s'use comme un vieux pantalon. Et les filaments rougeâtres de collagène ressemblent à des poils. Ces amas échoués ne sont-ils que des lambeaux de collagène issus de dépouilles de baleines? Ou s'agit-il de monstres marins? Je n'ai rien contre un peu de mystère. Et j'aimerais croire que l'océan est peuplé d'énormes bêtes inconnues. Il y a sûrement des requins ou des baleines qu'on ne connaît pas. Mais pas de monstres marins. Les globsters ne seraient-ils que de la peau de cétacés? Certains pensent que la vérité est bien plus terrifiante. Hans Larsson est docteur en paléontologie. D'après lui, les globsters pourraient être un vestige du passé. Les chercheurs qui disent que ce sont des baleines ont sûrement raison dans la plupart des cas. Mais au-delà d'une centaine de mètres de profondeur, nous ne savons rien de l'océan. Certaines failles océaniques sont profondes de 10 km. Larsson pense qu'une terrifiante créature pourrait s'y cacher. Le mégalodon. Le mégalodon ressemble beaucoup à un grand requin blanc, mais en bien plus gros. Surnommé le tyrannosaure des mers, ce monstre, qui a hanté les océans durant 20 millions d'années, correspond à la taille d'un globster. Ceci est un requin-tigre. Il mesure à peu près 4,50 mètres. Regardez la taille des dents et de la mâchoire. Face à ça, on n'en mène pas large. En comparaison, voici une dent de mégalodon de taille moyenne. On parle d'un véritable monstre. La plupart des scientifiques estiment que le mégalodon s'est éteint il y a plus d'1,5 million d'années. Mais Larsson n'en est pas si sûr. On a avancé que le refroidissement des océans lui a été fatal. On peut en douter, car la plupart des espèces marines ont su s'y adapter. Si tout un écosystème a pu survivre à ce refroidissement, pourquoi pas le mégalodon? Le monde scientifique s'est-il trompé? Le sélacanthe, un autre géant des profondeurs, était considéré disparu depuis 65 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Mais en 1938, un pêcheur en remonte un dans ses filets. Reste-t-il des mégalodons? Les globsters sont-ils les dépouilles de fossiles vivants vieux de 20 millions d'années?
Il y a des espèces de poissons des profondeurs, requins ou autres, qu'on n'a fait qu'apercevoir. C'est un monde encore inexploré. S'il reste des mégalodons au fond des océans, de nombreux autres animaux pourraient aussi y vivre, y compris sans oxygène. Il pourrait y avoir des calamars, des requins, d'autres poissons, des invertébrés. Qui sait le genre de crustacés, d'arthropodes ou de méduses qu'il peut bien y avoir? Nos océans sont-ils peuplés de gigantesques bêtes féroces? Ces restes appartiennent-ils à des monstres marins ou seulement à des baleines? Bizarre, ou pas? En Inde, un humanoïde assoiffé de sang sème la terreur dans la capitale. Les gens fuyaient en hurlant. C'était la panique totale. Des savants fous ont-ils créé un monstre? Sanal Edamaraku est journaliste. Durant l'été 2001, il se trouve à New Delhi, où il est témoin d'un des plus étranges événements qui s'y soit déroulé. La température est montée jusqu'à 48 degrés Celsius. Et il y avait beaucoup d'humidité. La chaleur était insupportable. Les gens ne pouvaient pas dormir chez eux, surtout dans les quartiers pauvres. Beaucoup passaient la nuit sur les toits. Ces milliers de personnes venues chercher un peu de fraîcheur ignorent qu'ils s'apprêtent à vivre 6 semaines d'épouvante. 2 ouvriers qui dormaient sur un balcon de leur usine disent qu'une bête étrange a sauté sur eux depuis la rue. Elle les a griffés en poussant des cris perçants, puis s'est enfuie. Dans une ville où les singes pullulent, cette attaque passe inaperçue. Jusqu'à ce que les victimes décrivent leur agresseur. Ils ont signalé plusieurs choses. Des griffes métalliques et 2 lumières frontales mobiles. Une verte et une rouge. La bête griffait en faisant un sifflement, puis disparaissait. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Tout le monde en parlait. Quelle est la créature qui a attaqué ces ouvriers? Dans la journée, les journaux lui trouvent un nom. L'homme-singe. Une seconde attaque a lieu la nuit suivante. En moins d'une semaine, on en recense une dizaine de plus. Les gens qui étaient en dehors étaient littéralement terrorisés. Ils ne pensaient qu'à s'enfuir le plus vite possible. En entendant les cris qu'ils poussaient, tout le monde fermait ses fenêtres et éteignait les lumières. C'était la panique totale. Tous les témoins décrivent une créature velue, armée de griffes métalliques et affublée d'étranges lumières. Tout le monde disait que ses mouvements étaient saccadés, comme si elle était contrôlée à distance. Selon certains, c'était une créature mi-homme, mi-robot, envoyée par le Pakistan pour semer le chaos en Inde. L'affaire prend bientôt un nouveau tournant. 2 semaines après la première attaque, la rumeur enfle en effet au point que la capitale entière cède à la panique. Puis, c'est le drame. Des gens dormaient sur un toit quand quelqu'un a vu l'homme singe. Et tout le monde s'est enfui. Dans l'affolement, une femme est tombée du 2e étage. Elle est morte sur le coup. Les jours suivants, d'autres personnes meurent dans les mêmes conditions. La panique s'étend. New Delhi devient une ville fantôme. Les gens avaient si peur que les rues devenaient désertes après 20 heures. Pas une voiture ne roulait.
Toute la ville craignait l'homme singe. Alors que la psychose atteint son paroxysme, l'impensable arrive. Les derniers témoignages datent de fin mai, après quoi personne n'a plus vu l'homme singe. Que s'est-il passé à New Delhi? Quelque chose a fait trembler une ville entière pendant plusieurs semaines. Est-ce un monstre? L'homme singe est-il bien réel? Jay Lakhani enseigne la religion hindoue. D'après lui, l'explication est à chercher dans la culture indienne. Je crois fermement que c'est un mélange de superstition, de peur et d'iconographie religieuse qui ont fait naître cette histoire. Lakhani pense que l'ancrage des croyances locales a contribué à créer l'homme singe. Dans la tradition hindoue, le mot avatar est essentiel. Il désigne un esprit qui prend une forme humaine pour descendre sur Terre. Dans la religion hindoue, les avatars sont des dieux qui descendent sur Terre à des moments cruciaux. On les décrit souvent comme des êtres mi-homme, mi-animal. L'homme singe est-il un avatar bienveillant qu'on a pris pour un démon? L'Inde est un pays pauvre. La vie y est dure. Il est compréhensible que les gens s'imaginent un avatar providentiel. Tous les hindous sains d'esprit vous diront que cette histoire n'avait rien à voir avec un avatar. Il n'y a pas que moi. Les hindous raisonnables savent que ce singe n'était pas un avatar, car ils aident les gens, ils ne les terrorisent pas. Les gens modestes sont très crédules. Il est possible que des plaisantins aient déguisé des singes pour les lâcher dans les rues de New Delhi. Une personne bercée dans la religion hindoue a facilement pu prendre cette blague pour l'arrivée d'un avatar à New Delhi. Des milliers d'habitants de la capitale ont-ils été les victimes d'une blague qui aurait dégénéré pour des raisons religieuses? Y a-t-il vraiment eu un homme singe? Je ne crois pas qu'il ait existé. Ces croyances, associées à quelques singes turbulents, peut-être déguisés par des plaisantins, sont à l'origine de cette histoire d'avatar qui s'est répandue en Inde. Est-ce un cas d'hystérie collective alimentée par des croyances religieuses? Le cryptozoologue Scott Marlowe a quant à lui une théorie singulière. Je crois que les monstres existent. Ils sont peut-être différents de ceux qu'on voit au cinéma, mais dans la réalité aussi, il se passe des choses terrifiantes la nuit. Quand j'ai appris qu'on avait vu un homme singe en Inde, j'ai tout de suite su ce que c'était. La théorie de Marlowe est aussi controversée mais préoccupante. Selon lui, l'homme singe est en réalité un monstre créé par l'homme. Des monstres existent. Les progrès de la génétique permettent aujourd'hui d'en créer. D'après certains témoignages, il est très possible que cet homme singe soit un hybride entre un homme et un primate. A-t-on pu créer une créature mi-homme, mi-primate? Et si oui, dans quel but? Cette théorie est loin d'être aussi farfelue qu'on pourrait le croire. Elle s'appuierait même sur des faits réels. Des archives de l'armée russe révéleraient que durant les années 20, Staline aurait tenté de créer en secret un super soldat. Le super soldat est un être créé par le génie génétique dans un but militaire. Un scientifique chargé par Staline de créer des hybrides est allé en Afrique pour récupérer du sperme de primates.
Il a ensuite cherché à inséminer des femmes avec. Le but était de créer un soldat qui ait à la fois la force d'un primate, qui équivaut à 7 fois celle d'un homme, et l'intelligence d'un humain. Marlowe est convaincu que Staline n'est pas le seul à avoir voulu enfreindre les lois de la nature. Pour rester dans la course, les Américains ont tenté de faire pareil. Il semblerait a priori que cela n'ait pas marché, surtout parce qu'on ne savait rien de la génétique à l'époque. Aujourd'hui, ce serait sûrement faisable. A-t-on utilisé les progrès de la science pour créer des super-soldats à partir de singes et d'humains? Est-ce l'explication du mystère de l'homme singe? Une des choses qui me font penser à un hybride, c'est que des témoins parlent d'un casque ou de lumière clignotante. Ça peut correspondre à un système de communication. Le plus inquiétant, ce sont les griffes métalliques, qui s'apparentent à l'armement militaire. Si ces expériences ont eu lieu et que ces créatures sont vraiment intelligentes, elles ont pu s'évader du centre qui les a créées. Cela expliquerait d'où vient l'homme singe. L'homme singe est-il un super soldat devenu incontrôlable? Mais pourquoi l'Inde aurait-elle besoin d'une telle arme à l'ère des drones et de la bombe atomique? Une armée de super soldats hybrides serait utile à un pays comme l'Inde, car l'utilisation de ces bombes atomiques serait difficile à défendre face au reste du monde. Les super soldats ont l'avantage de la discrétion. Si des hommes singes ont été créés par manipulation génétique à des fins militaires, je serais très inquiet de ce qui pourrait se passer. Une créature hybride est-elle en liberté dans les rues de New Delhi? La science crée-t-elle des monstres de toutes pièces? Bizarre ou pas? Les mystères se suivent et les récits de monstres ne se ressemblent pas. Aux États-Unis, un monstre ailé aux yeux rouges et haut de 2 mètres sème la terreur dans une bourgade de Virginie. Au Canada, un gigantesque monstre des profondeurs s'échoue sur une plage de l'île de Newfoundland. Et en Inde, une bête mi-homme, mi-singe attaque des milliers de personnes et provoque la panique dans la capitale. Ces récits prouvent-ils que de véritables monstres existent? Pouvons-nous ignorer des milliers de témoignages sincères? À vous de décider.